Je voudrais introduire mon ami le professeur Genzel Danielsson, Christina, qui vient de Suède, du Karolinska Hospital et des chefs de service de gynécologie obstétrique. Elle fait beaucoup de recherches en reproduction en général hein, et en contraception en particulier, surtout la contraception d'urgence. Elle est la vice-présidente de la Société européenne de contraception, comme moi d'ailleurs, et puis elle est surtout, et ça elle est unique pour nous ici, elle fait partie du prix Nobel de médecine que vous connaissez tous. Donc, c'est un plaisir pour moi de lui donner la parole. Hello Christina, I am very happy to meet you by electronical system. You have to speak on this new method of male contraception. You have the floor. Thank you very much. Do you hear me? I hope. So it's a pleasure to be here, although it had been much nicer to be in Paris and to meet you face to face. So I've been asked to talk about development of new contraceptive methods, and especially the ongoing trial of a contraceptive gel for male contraception. So is this the future? And these are my potential conflicts of interest. So I'm happy to collaborate with a large number of companies who are involved in improving women's health. And as we know, effective contraceptive methods are a prerequisite for reproductive health. And as we know, but what I think should be better known in society is that sexual and reproductive health and rights constitute fundamental human rights and form a vital aspect of the women's empowerment and are key to the achievement of gender equality. And now it seems at least that there is hope that this will also be true in the US. I think this is extremely important, the direct link between the use of effective contraceptive methods and abortion rates. While there is no similar link between restrictive abortion laws and the rate of abortion. In contrast, it's actually the opposite, that more restrictive, higher rates. So if we really want to help people to reduce unintended, unwanted pregnancy and reduce abortion rates, we need to increase use of effective contraception. And not so long ago, this was a dream. And it was seen as, really unrealistic that it would come true, that it would be possible to separate sexuality from reproduction. But then, as we know, the pill was developed, and it was a revolution when it came on the market about 60 years ago. And it's also been listed as one of the major medical discoveries during the 18th century. And since then, we've had a number of developments. But so we can ask, is there a need for new contraceptive methods? And I think if we look around the world, we don't have to look outside our own countries, but I think it's clear that the answer is yes. So globally, still more than 220 million women lack access to effective and acceptable contraception. And if we add men, the figure will be even higher. And on average, more than 40% of all pregnancies are unintended. And about 50% of these result in an induced abortion. And of course, in countries, these figures may be even higher. And we also have the evidence that key interventions to reduce maternal mortality and morbidity would, the key interventions would be to improve access to family planning, safe abortion services, and post-abortion care.
which contribute to 18% of maternal mortality. So I think there is definitely a need. The current situation is that we have a continuous pill scare, which is not only a pill scare nowadays, it's really a hormone scare. And I think you addressed this earlier today, that this is a problem. So we have a number of unmet needs in contraception, and I've highlighted here also reversible methods for men. Today, the only reversible method and the only possible method for young men is the condom. And we know it's not a method with the highest efficacy. So I think it's really interesting with these kind of surveys, asking men about attitudes and their willingness to use male contraceptive method. This is some years old, and it would be interesting to do a new survey now, I think. But you can see here that it varies from country to country. But actually, maybe apart from Indonesia, quite a high number of men would be willing to use a method. And then another survey, the Scottish Contraceptive Network asked, would women trust their partners to use a male pill? Here, I think it's quite surprising, outside of China and Hong Kong, actually a very high rate of women would trust their partner, which is nice and interesting. So how does it work? And there are various approaches, but I think the one that I will address and which has come furthest is the hormonal approach to inhibit spermatogenesis. And this can be achieved in a number of ways. So by central inhibition, spermatogenesis will be inhibited. But the problem is that libido, muscle mass and sexual characteristics will also be affected. So it may be a highly effective contraceptive method, but not so accepted. The other approach is to use high doses of androgen, testosterone. And we know that's exactly what happens with doping, for example. Then there will be a central inhibition, but there will be a stimulation of libido. But unaccepted because of side effects. So what could be a possible way, and this was also studied by the WHO and later on Population Council, is to combine the inhibition using progestin, but then an add back of a low dose of testosterone to maintain libido and so on. Now, if we look at sperms, it's more logistic, more difficult. One would expect to inhibit sperm production compared to inhibit ovulation. And the usual quantity of semen, 3.5 milliliters, contains about 120 million sperms per milliliter. We have learned that one sperm is enough. We know that from ICSI, for example, but actually numbers below 15 to 20 millions per milliliter, then the person is likely to be infertile. And in the contraceptive trial, the limit is 1 million per milliliter to be able to use it for contraception in the ongoing trial. So the study rationale is that there are limited options for men, only one reversible method, and that we've seen that actually a large number of men, and definitely also women, would be interested in an option. Successful male contraception depends on near complete suppression of spermatogenesis, but without the effects on libido and androgen-dependent functions. And of course, it has been important to do the phase 1 and 2 trials to look at safety.
So in the current study, we use a combination of Nesteron, which is a progestin developed by the Population Council. And it's also used in female contraceptive methods, for example, Annovera, which is 1 year contraceptive ring. And then combined with testosterone gel, and the gel is the one that is already approved for hypogonadism, so it's already on the market. And the study gel is provided in pump or in a pump canister. You can see it here on the slide, and each canister contains 15 doses of study gel. So it's important to get the correct amount. It's possible to travel with. I mean, that's not so, at the moment, not so important, but it's possible to have in hand luggage. So, and this gel should be applied on dry, clean skin, approximately the same time of the day, preferable in the morning, after showering, because then it should, the man should not shower for another 4 hours. And he should not get in contact with his partner or children during these 4 hours. And the reason that it's the shoulders is that this has to be very standardized. And of course, there have been trials or studies looking at the uptake of the hormones. So the primary study objective is to look at efficacy. And then secondary, of course, to look at safety and acceptability and a large number of other things. So the trial is a phase 2b, multi-center, open-label, single-arm study. And as I said, it's NICDH and Pop Council who are the sponsors. Overall, 420 couples will be recruited initially at 9 sites, but now there are additional US sites that have joined. We have 6 sites outside of US, and each site should recruit 30 to 60 subjects. I mean, of course, now with COVID, this is a challenge, so we'll see what happens. So it's a large or long trial for those who enters. There is a screening phase, and then it's the suppression phase, because it takes time. And this is very individual, how long time it takes to suppress the sperm production, up to 20 weeks. Then we have the efficacy phase for 52 weeks, when it's really used as the only contraceptive method by the couple. And then a recovery phase for up to recovery. So here you can see it also. And inclusion, the man has to be in good health, 18 to 50 years of age, with normal BMI and no history of infertility. And with a steady relationship, and they should not plan a pregnancy within the coming year. And for the female, so this is very important, that it's a couple, of course, that we recruit. And this is a mistake, she should be 18 to 34 years at enrollment, otherwise it would be difficult. Healthy with regular cycles, and of course be aware that this is a trial, there may be a risk of pregnancy. So she needs to understand this. And possible side effects, I mean, these are the things that we are currently looking at, and similar to what we would look at in a trial for female contraception. This is one of our couples. There's been quite a lot of media attention around this, and we have lots of couples who are interested. The problem is that they have to live in the Stockholm area, because it's quite demanding with all the tests and visits that they have to attend. So for the future, because of course this is, as I said, demanding, and compliance is key. For the future, of course, I hope that there will be a LARC method developed also for men, and an implant, but that's for the future.
So in conclusion, male contraception with inhibition of sperm production with testosterone and a estrogen is, as it looks, promising method. It allows shared responsibility, which actually means increased equality. And globally, there is a huge unmet need for methods that can be used and controlled by women, but also by men. Of course, there is an important aspect of method used by men, and that is the consequences of contraceptive failure. And currently, the only reversible method for young men is condom, which is not optimal for all. So thank you, and I really like to acknowledge POP Council and especially Regine Citroque and also NICDH and Diana Blythe. Thank you. Thank you. We can applause. Thank you very much, Christina, for your excellent talk. We have several questions, but tu veux modérer, Ella? Tu veux? Il n'y a pas de questions, enfin je ne vois pas de nouvelles questions. Bon, alors, sinon on peut peut-être discuter. We have some question for you. I saw that women have, but I don't know how much secondary effect after this male method of contraception. It means testosterone goes to the woman, I think. Well, we can avoid that or not? Yeah, so that's exactly what we have to study. And there have been studies, I mean, before this efficacy trial where this has been approached. So that's something that we also look at in the current study. And men, they are advised to use, either wait for 4 hours after applying the gel before contact or use a t-shirt or cover somehow. But of course, we are following this to make sure that women are not affected. Yeah, thank you. And another question, do this gel has sometimes decrease of libido in men? Well, it's actually more common that it would increase, because so that's a balance with how much testosterone that is given. So the testosterone is sort of an add back. We can add eventually testosterone if he is down. Yeah. Yes. Vous avez compris que c'est un gel à dose fixe, mais on peut ajouter un peu de testostérone s'il y a une baisse de la fertilité. And finally, for you personally, for tomorrow and after tomorrow, as male contraception is considered, do you think that the first new method will be the gel, the combined gel you speak about, or pill, male pill, or injection, or what? Well, as I said, I think a LARC method would be ideal, but I think the first method would probably be the gel, I hope. I mean, I think the gel is to be preferred compared to the pill, because Nesterone is not, it has to be parenteral. And with parenteral use, you can give lower doses, you get less side effects. So that's the advantage with the gel. But the disadvantage is that you have to remember it every day. Ella, est-ce que tu veux poser des questions peut-être concernant la contraception masculine pour la Tunisie, en général, ou pas? Micro. Il y a un souci, on t'entend pas. On t'entend pas. Bon. Bien. Ah, ça va être un problème. Bon, ben écoutez, là, il y a un problème de communication. On t'entend pas, Ella. On t'entend pas. Alors, son micro est coupé. Est-ce que vous pouvez lui ouvrir son micro? Ça marche là? Oui. Et là, ça marche? Oui. Bon. Alors, pour ce qui est de la contraception masculine en Tunisie, ça n'a pas encore pris d'importance. Hein. C'est toujours la femme qui est là pour assurer la contraception, mais nous n'avons pas encore de médecins suffisamment motivés
pour pousser à ce que cette contraception masculine soit mise en place. Bon, eh bien, nous allons travailler dans ce sens-là. Voilà, je crois. Et là, il faut que tu gardes la parole parce que c'est toi qui vas introduire David. Oui, attends, je vais d'abord remercier. D'accord. Christina, really, we thank you very much to be with us during this virtual congress. I hope to see you again in Firenze, or I don't know where, but we continue to collaborate. Yes? Il y a une question. Il y a une question. We have another question for you. Laquelle? Elle est posée par un des participants. How long does it take to reach effective reduction of sperm cells count? Yes, I was trying to type in the answer. So I mean, there are 20 weeks when in the suppression phase. It's very individual. For some men, it's quick, and for some it takes much longer. And actually, there are some men who doesn't suppress. So this is also part of the trial to see, to get a better idea of that. Bon, la question, Ok. vous avez compris. So, Bien. thank you very much, Christina, again. Et maintenant, Ella, tu m'introduis. Bye bye. Alors, mon cher David, Thank you. Bonjour David. Donc, nous allons maintenant passer la parole à mon ami David Serfati et je pense qu'il va nous apporter de nouvelles choses sur les nouveaux regards sur la contraception vaginale. Tu as la parole, mon cher ami. Merci beaucoup. Merci Ella pour ta fidélité à ces congrès. Hein. Voilà. Merci. Difficulté. Hein. Bon, donc, le sujet est d'avoir un nouveau regard sur la contraception vaginale et je suis surpris moi-même d'avoir plein de choses nouvelles à vous dire. Hein. Alors, diapositive suivante, slide please. Je vais commencer par parler des anneaux vaginaux contraceptifs. Et tout ça pour dire que les anneaux vaginaux ont cet intérêt particulier d'être des méthodes de longue durée, ou je dirais plutôt de semi-longue durée, en anglais on dirait mid-lark, mais qui ont l'intérêt de ne dépendre que de l'utilisatrice qui a l'opportunité de les initier ou de les arrêter quand elle veut, sans avoir besoin d'un médecin ou d'un provider, chose que n'ont pas les larks vrais, c'est-à-dire le stérilet et l'implant. Donc c'est intéressant comme concept et nous allons voir un peu ce que la recherche nous montre dans ce domaine-là. Je vais commencer par les anneaux vaginaux au progestatif. Et le premier modèle dont je vais parler, c'est l'anneau vaginal à la progestérone. Il s'appelle Progering. Vous le voyez, il a 56 mm de diamètre. Il délivre tous les jours 10 mg de progestérone naturelle, et ceci pendant 9 mois. Il n'est indiqué que chez la femme qui allaite. Donc c'est quelque chose qui s'ajoute à la contraception provoquée par l'allaitement. Il n'est pas indiqué à d'autres moments. Il est déjà approuvé dans plusieurs pays d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Il a été retenu comme méthode possible de contraception par l'OMS. Alors ce Progering, diapositive, il est indiqué officiellement par l'OMS dans les cas suivants. Ce sont les femmes qui allaitent activement, qui sont plus de 4 semaines après l'accouchement, et ceci sans aucune restriction. C'est la catégorie 1 des Medical Eligibility Criteria de l'OMS. Donc vraiment là, donc je répète bien que cet anneau dure 3 mois uniquement chez la femme qui allaite. Et malgré il a une bonne acceptabilité, il s'associe à un taux élevé d'aménorrhée chez les femmes qui allaitent, et bien pourtant, ça fait plusieurs années qu'on en parle et que je ne le vois pas être introduit dans les pays européens proximaux et en tous les cas pas en France. Je ne sais pas pourquoi. J'aurais toujours eu mon service, moi j'aurais lutté pour l'avoir. Voilà. Alors, diapositive. Est-ce qu'il existe d'autres anneaux vaginaux au progestatif? Alors, on a essayé de mettre des anneaux vaginaux uniquement avec de lévonorgestrel. Ça n'a pas marché, ça donne des érythèmes. On a essayé avec un estoron, le progestatif, dont vient de parler Christina Gemzell-Danielson.
ça donne des métrorragies, des spottings. Donc, je pense que vous n'aurez pas, dans les années qui viennent, d'anneau vaginal au progestatif seul. Pourtant, l'anestérone aurait été intéressant comme anneau vaginal parce qu'il ne passe pas, il est inactif par voie orale, donc il aurait pu très bien convenir aux femmes qui allaitent. Diapositive. Alors là, nous allons franchir un pas et on va parler des anneaux vaginaux combinés, c'est-à-dire œstroprogestatifs. Alors, l'intérêt d'introduire des œstrogènes au progestatif est évident, notamment en matière de contrôle du cycle. Ça permet d'avoir un bon contrôle du cycle, d'éviter des saignements intermenstruels. Bon. Et normalement, ces anneaux vaginaux que vous connaissez bien, on les utilise 3 semaines dans in situ, dans le vagin, et 1 semaine sans anneau. 3 semaines d'anneau, 1 semaine sans anneau. Ce qui permet aux femmes d'avoir des règles 1 fois par mois. Mais vous savez que les anneaux vaginaux, moi je l'utilise assez souvent, on peut le donner de manière avec extension, et on peut le donner aussi de manière continue. Je ferme la parenthèse. Et alors, il y a maintenant le générique de NuvaRing, qui s'appelle Etoring, qui est exactement copie conforme du NuvaRing, mais l'intérêt c'est qu'on peut le stocker à la température ambiante, et d'autre part, le prix est beaucoup plus bas, et vous voyez 9,99 €, il appartient à Majorel en France. Donc, NuvaRing, sans générique. Continuons. Ce qui m'amène à dire un petit mot de la Nestorone dont on parle pour la 2e fois ce matin, ce nouveau progestatif en contraception. Donc, c'est une norprogestérone, et l'intérêt de la Nestorone, c'est que c'est un progestatif très puissant. Il est 100 fois plus puissant que la progestérone et 16 fois plus puissant que le lévonorgestrel. Il est inactif par voie orale, mais actif par voie parentérale à faible dose. Alors, il existe sous forme de produits de programmes de recherche, en implant, en anneau vaginal, en système transdermique, en patch, en spray ou en gel, exactement comme on vient comme Christina Gemzell-Danielson vient de vous parler. Et alors, selon certaines hypothèses, il y a de la recherche actuelle à ce sujet, peut-être que la Nestorone pourrait être utilisable en dehors de la contraception dans certaines pathologies démyélinisantes comme la sclérose en plaques, et pourrait même restaurer la capacité neurodégénérative dans les affections cérébrales cognitives. C'est vraiment de la recherche. Alors, un anneau vaginal œstroprogestatif, c'est celui-là, c'est celui du Population Council. Il dure 1 an, le même anneau dure 1 an. Il délivre tous les jours 150 microgrammes par jour de Nestorone et 13 microgrammes par jour d'éthynol-estradiol. Donc, il dure 1 an, mais vous pouvez l'utiliser 3 semaines in situ et 1 semaine en dehors, donc comme le NuvaRing. Il s'appelle Annovera. Il a été approuvé le 10 août 2018 par la FDA. Et donc, c'est un anneau qui va être diffusé partout. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas encore arrivé en Europe, mais c'est une affaire de peu de temps. Ce qui est intéressant avec ce modèle-là, c'est que voilà un contraceptif qui est durable pendant 1 an. C'est-à-dire, la femme peut l'utiliser 3 semaines, l'enlever, le talquer, le laver ou le talquer, le garder. C'est économique et c'est très important dans certains pays d'avoir une contraception qui coûte pas cher. Et puis, ça a un impact favorable sur l'environnement. Il fait partie de ce que les anglo-saxons appellent la green contraception, c'est-à-dire une contraception avec moins de pollution, puisque c'est un anneau qui dure 1 mois. Diapositive. Alors, le futur des anneaux vaginaux œstroprogestatifs, c'est celui-là. C'est un anneau vaginal qui délivre pas simplement de la Nestorone, puisqu'il délivre 200 microgrammes par jour de Nestorone et une quantité qui n'est pas encore bien déterminée d'estradiol naturel. Donc c'est un anneau vaginal avec de la Nestorone et de l'estradiol naturel, 10, 20 ou 40 microgrammes. Les études sont en cours pour qu'il n'y ait pas d'effet néfaste pour l'os. Donc peut-être que la quantité d'œstrogène sera supérieure à celle qui est indiquée. Le programme de recherche, il est pas par le Population Council, le ICHD et puis le Johns Hopkins University School of Medicine. C'est un anneau intéressant sur le plan théorique au moins. Il dure 3 mois. Et là, comme je sais que Philippe Fouché va parler de ces anneaux vaginaux qui ont une double propriété d'être en même temps contraceptifs et anti-VIH ou anti-autre IST,
Je vais simplement parler du concept. Donc, c'est une nouvelle classe qu'on appelle les MPT, Multi-Purpose Prevention Technology, de résoudre en même temps le problème de la contraception et de la prévention, particulièrement du VIH. Je passe à la diapo d'après. Je ne vais pas en parler, Philippe Fauché va certainement en parler. Ce sont des antirétroviraux associés au lévonorgestrel. Je passe, il va en parler. Et là, je ne sais pas s'il va parler de ce nouveau produit qui dérive d'une algue naturelle, qui s'appelle le Gryph-Tischen, et qui est un gel qui est extrêmement puissant comme anti-VIH et aussi contre l'herpès. Et pourquoi on l'introduit dans ce topo sur la contraception, c'est parce que si vous ajoutez de lévonorgestrel à dose précise, on peut fabriquer là une contraception vaginale et une prévention du VIH. Là aussi, je pense que Philippe Fauché va nous en parler. Sinon, on en parlera pendant la discussion. Diapositive, voilà. Alors maintenant, quel est le futur de la contraception vaginale non hormonale? Ça, c'est quand même intéressant. Et l'Ovapren. Alors, l'Ovapren, c'est un nouvel anneau qui est en pleine recherche, qui ne délivre pas du tout d'hormones. Il est simplement basé sur un genre de maillage perméable au centre d'un anneau vaginal, et qui est en même temps une méthode barrière et en même temps une méthode anti-spermatozoïde. Les études ont commencé en 2018, on va voir les résultats. S'il n'y avait pas le Covid, aujourd'hui on aurait déjà eu les premiers résultats. Vous allez le voir. Alors, diapositive suivante. Voilà, voilà ce que c'est l'Ovapren. Alors regardez-le bien, l'anneau délivre, comme c'est marqué ici, du gluconate ferreux, qui serait donc une substance active spermiostatique, et puis en même temps, c'est cette barrière semi-perméable qui en même temps lutte contre le passage du sperme. Donc méthode en même temps barrière et en même temps spermicide d'une certaine manière. Et donc, l'Ovapren, c'est intéressant à suivre, c'est le seul anneau vaginal qui ne soit pas hormonal, à ma connaissance, aujourd'hui. Diapositive. Alors, on va dire quelques mots du préservatif féminin. Alors, le préservatif féminin, comme vous le savez, il y a eu plein de modèles, et malgré toutes les améliorations, c'est une méthode qui ne nous plaît pas. On ne la prescrit pas beaucoup, et les femmes l'utilisent très peu, exceptionnellement. Pourtant, c'est quand même intéressant d'avoir un contraceptif vaginal féminin qui serait un peu l'équivalent du préservatif masculin. Alors, il s'appelle WC. Pour nous, en français, ça ne va pas être un très joli nom, hein, mais c'est pas le WC, c'est le Women's Contraceptive. Alors, c'est un genre de sac en polyuréthane avec un anneau externe qui est souple et qui est destiné à couvrir la région génitale. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'à l'intérieur, il y a une capsule de polyvinyl alcool qui va se dissoudre, mais c'est simplement qui est là juste pour faciliter l'introduction dans le vagin. Et alors, ce qui est intéressant par rapport au préservatif féminin que vous trouvez aujourd'hui dans les pharmacies, c'est qu'il n'est pas pré-lubrifié, parce que l'inconvénient du préservatif féminin actuellement, si vous le sortez de son sachet, c'est vraiment dégoûtant, vous en avez partout. Hein. Donc là, il est sec. Alors, diapositive, il y a eu des études de fait déjà avec ce Women's Condom, une étude d'acceptabilité sur 6 mois, 333 femmes. La conclusion, c'est que l'acceptabilité est bonne, la facilité d'utilisation est prometteuse, et donc il serait intéressant, quand les études de recherche seront terminées, ça peut aussi être un agent anti-MST. Retenez bien ce WC. Et alors maintenant, il y a un artifice de vocabulaire. On n'appelle plus ça le préservatif féminin. On l'appelle l'internal condom. Et comme ça lui donne une assise un peu différente parce qu'il pourrait être utilisé pas simplement vaginalement, mais il peut être également utilisé au niveau de l'anus. C'est quand même l'internal condom, c'est un concept nouveau qui va peut-être aider à la promotion du préservatif féminin en général. Diapositive. Alors, quelques mots sur les nouveaux préservatifs masculins. Diapositive. Bon, vous savez tous qu'il existe une multitude de préservatifs masculins, taille, couleur, odeur, tout ce que vous voulez. Ok, d'accord. Diapositive. Bon, vous savez aussi qu'il faut très bien l'utiliser, sinon ça ne sert à rien de mettre un préservatif. Tout ça, vous le savez bien. Alors, nous avons innové en France avec le remboursement du préservatif masculin
par la sécurité sociale depuis 2018. Je ne suis pas sûr que tous les gynécologues prescrivent. Moi, je prescris. Je prescris et les femmes sont très contentes d'avoir une prescription de préservatif. D'abord, c'est remboursé et puis en plus, ça donne une assise médicale à la prescription du préservatif. On en a deux pour le moment. Alors, un mot pour le préservatif masculin adhésif. Ah, ça, c'est quand même une curiosité. C'est une étude pilote qui a étudié les performances et l'acceptabilité de deux nouveaux préservatifs masculins adhésifs qu'on appelle le Wandalif, sous forme d'une étude randomisée quand même et croisée. Alors, en diapositive, le voilà, regardez-le bien. C'est un préservatif qui est adhésif, pas simplement qui va couvrir le pénis, mais qui va couvrir aussi les testicules et la région périnéale, ça va jusqu'au pli de l'aine. Il y a deux formules, il y a le Wandalef, le grand modèle et le petit modèle qui ne couvrent que le pénis. L'intérêt de ce préservatif adhésif, vous pouvez laisser la diapo puisque vous l'avez passé, allez-y, diapositive, c'est que il n'a pas besoin de nécessiter une érection pour le mettre. On peut le mettre, mais sans érection, c'est quand même intéressant. Et puis il y a le risque de glissement qui n'existe plus, puisqu'il adhère. Alors, d'après cette étude pilote, le taux d'échec est comparable à celui du condom traditionnel. Il n'y a pas d'effet secondaire notable, mais évidemment, même les chercheurs voudraient qu'on fasse des études de plus grand nombre et par d'autres auteurs pour pouvoir donner suite à cette découverte. Alors, que dire du préservatif adhésif? C'est une bonne méthode, mais il faut quand même tenir compte du douleur au moment de le retirer, parce que comme il adhère bien, quand vous voulez le retirer, vous faites mal. Hein. Donc ça, c'est quand même une chose dont il faut tenir compte. Alors, diapositive. Alors, pour terminer, quelques mots sur les nouveaux spermicides. Vous savez qu'il existe actuellement deux molécules essentielles. Il y a le nonoxynol 9, tous les deux sont des agents surfactifs. Hein. Il y a le nonoxynol 9 qui est le plus vendu au monde, en tous les cas dans les pays anglo-saxons, mais qui n'est plus vendu en France. Et puis le chlore de benzalkonium, qui est, lui, un surfactif cationique qui est largement utilisé sous le nom de Pharmatex en France et dans d'autres pays. Diapositive. Vous avez un nouveau spermicide qui s'appelle Amphora, qui simplement qui maintient le pH vaginal à moins 5, ce qui permet de tuer les spermatozoïdes et beaucoup aussi de maladies sexuellement transmissibles. Alors, Amphora, c'est intéressant comme concept. Il a été testé dans une étude multicentrique de phase 3 et ça peut être une alternative au nonoxynol 9, mais je viens de connaître les résultats d'Amphora, je crois qu'il n'y aura pas de supériorité par rapport au nonoxynol 9. Et puis, il y a cette étude, diapositive, pour terminer. Alors ça, c'est une étude que nous avons faite entre la France et la Russie, dont vous avez la primeur aujourd'hui. Vraiment, je rapporte aujourd'hui une étude mondiale sur les spermicides, mais uniquement chez la femme âgée de 40 ans ou plus. Parce que la femme âgée de 40 ans ou plus, c'est une femme qui n'a pas la même fertilité qu'à 20 ans, et que certaines fois, elles ne peuvent pas prendre la pilule, ou elles ne veulent pas mettre de stérilité, ou elles ne peuvent pas. Alors, nous avons comme ça fait une étude extrêmement méthodique, bien sûr avec les comités d'éthique, aussi bien nationaux qu'internationaux. On a inclus 151 femmes, dont 144 l'ont utilisé pendant 6 mois, 65 jusqu'à 12 mois. Vous voyez, l'âge moyen de notre étude, c'était 45,9 ans, mais nous avons voulu voir un premier tiers de nos femmes qui étaient âgées de 40 à 45 ans, et puis les 2 tiers après 45 ans. Pendant cette étude-là, le cycle menstruel était autour, donc ce sont des femmes qui sont réglées, elles ont 29 jours de moyenne de cycle, et puis ce sont des femmes qui sont sexuellement actives, puisque c'est 3 à 5 rapports sexuels par mois et par femme. Diapositive, et là vous avez les résultats, c'est la première fois que je les montre, les articles sont en cours, mais là aujourd'hui vous avez le résumé, c'est la première fois. Alors, eh bien, figurez-vous qu'on n'a eu aucune grossesse. Ça a été une surprise par nous-mêmes, on a tout vérifié, tout est fait, et si notre étude est corroborée par d'autres chercheurs, et je ne vois pas pourquoi on ne l'aurait pas,
eh ben, ça peut être une très bonne alternative à la contraception chez la femme de 40 ans ou plus, puisque nos résultats montrent une efficacité, une tolérance et une facilité d'utilisation remarquable. Alors, je termine par la dernière diapo. Eh ben, je dirais que la contraception vaginale constitue sans aucun doute une méthode additionnelle de contraception féminine valable, que le concept de MPT, donc ces méthodes qui consistent en même temps à se protéger des MST, du VIH particulièrement et la contraception, c'est un concept intéressant, et que le futur de la contraception vaginale, comme vous venez de le voir, est plein de promesses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Alors, si vous avez des questions. Je ne sais pas si Oui. tu lis. Oui, oui, Vas-y. En tout cas, je remercie David pour la clarté de son exposé. Effectivement, il y a eu beaucoup de nouveautés sur cette contraception vaginale et j'ai été particulièrement intéressée par la dernière nouveauté, la dernière étude internationale sur les spermicides chez les femmes de plus de 40 ans. Et je pense qu'effectivement, c'est une méthode à développer et à essayer aussi dans nos pays à nous, où les femmes de plus de 40 ans ont effectivement beaucoup de difficultés à trouver un moyen contraceptif efficace. Bien sûr, c'est après la femme de 40 ans et plus. Hein. Nous n'avons pas oui. étudié avant. Peut-être qu'on va faire d'autres choses, mais pour le moment, on s'est arrêté à 40 ans pour les raisons que je viens de dire. Il y a d'autres questions, je Oui, crois. la différence entre un diaphragme et ovaprène. Alors, le diaphragme n'est qu'une méthode barrière, mais à laquelle on ajoute des spermicides à chaque fois, un gel ou... bon, alors que là, il est tout prêt. Mais ovaprène, ça reste en place? Le Vaprène, il reste pendant un mois. Il D'accord. reste un mois, et Donc, puis c'est comme il y a une cette différence. barrière semi-perméable, il laisse passer les fluides. Mais surtout, l'intérêt par rapport à ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre quoi que ce soit d'autre. Voilà. Ni de le mettre et de l'enlever. Voilà. Madame le garde. Ah bah oui, voilà, c'est tout. Et puis il y a des gens qui ne tolèrent pas les spermicides aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Hein, il y a des hommes qui ne tolèrent pas, donc là, il n'y a pas cet inconvénient. Qu'est-ce qu'il y a comme On te question? demande la contraception chez la femme diabétique insulinodépendante. Ben, la contraception, c'est pas le propos de du sujet, mais on va quand Ça même donne une répondre. idée pour l'année prochaine. Oui, non, mais c'est un sujet, non, mais ça, quand même, on peut répondre que la femme insulinodépendante ou non insulinodépendante peut avoir toutes les méthodes de contraception, y compris la pilule, à condition qu'elle n'ait pas un diabète avec des lésions vasculaires déjà. Hein. Donc, s'il y a pour parler des œstroprogestatifs, en tout cas avec la pilule, quand il y a un diabète compliqué ou un diabète très ancien de plus de 20 ans, là, ça devient une contre-indication, mais sinon, sous surveillance, on peut tout à fait donner une pilule œstroprogestative aux diabétiques, mais encore une fois, sans atteinte vasculaire, qu'elle soit rétinienne ou qu'elle soit ailleurs, une autre vasculopathie. Voilà. David, j'aurais une question. Oui. Pour ce qui est du préservatif adhésif, j'ai été étonnée de voir que le même taux d'échec par rapport à l'autre condom. Est-ce que tu peux m'expliquer? Après les chercheurs, là, ils ont obtenu le même taux d'échec ou le même taux d'efficacité. Parce qu'on suppose que quand c'est bien adhérentiel, il n'y a pas de risque de fuite. Moi, je ne suis pas très surpris qu'ils aient le même taux d'échec. Moi, j'aurais pensé qu'ils trouveraient une meilleure efficacité. Mais voilà. C'est leur résultat, ce n'est pas les miens. Hein, c'est leur résultat. D'accord, ok. D'accord. Je ne pense pas que le préservatif adhésif, tel qu'on vient de le voir, qu'il ait un avenir extrêmement important. Sauf alors les couples qui se plaignent en permanence d'un glissement de préservatif et qui veulent utiliser cette méthode. Donc, dans ce concept-là, dans ce contexte-là, oui, c'est possible. Mais c'est vraiment un concept nouveau. Hein. Voilà. Merci beaucoup. On peut me faire. C'était un superbe exposé, David. Merci infiniment. Je t'en prie, ça fait plaisir. Alors, on va peut-être passer
Et là, tu as introduit Philippe Fauché ou je le fais? Non, Vas-y, David. Philippe Fauché, c'est plus la peine de l'introduire. Sauf qu'on est très heureux qu'il soit avec nous aujourd'hui. Depuis le début, il est très très spécialisé dans la prévention du VIH, mais aussi dans l'orthogénie, dans beaucoup de domaines. C'est un plaisir de t'avoir avec nous, Philippe, et tu es le bienvenu. Et tu prends la parole pour nous parler justement quelles sont les méthodes de prévention du VIH vues par toi. Merci beaucoup de ta présence. Je voulais remercier donc voilà, Joël et David de m'avoir proposé encore de vous parler de prophylaxie anti-VIH. J'avais déjà parlé de ce sujet il y a 2 ans, donc je m'excuse d'avance s'il y a quelques diapositives qui sont les mêmes qu'il y a 2 ans, mais je pense qu'il y a peut-être des personnes qui n'étaient pas là il y a 2 ans. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. Je suis effectivement gynécologue de formation, mais j'ai la chance de travailler régulièrement. J'ai une consultation de PrEP, donc prévention pré-exposition contre le VIH, dans le service du professeur Molina à Saint-Louis. Alors là, je voudrais faire disparaître, je vais essayer de faire disparaître ça, excusez-moi, je ne suis pas encore hyper. Voilà. Quelques données, donc, pour commencer, quelques données mondiales sur le VIH. Ce qui est important de regarder, je voulais encadrer en bleu, c'est, et qui est un fait notable, c'est en une vingtaine d'années, la diminution en fait, dans le monde des nouvelles infections par le VIH. Vous voyez qu'on est passé de 2,7 millions en 2000 à moins de 1,5 million en 2019. Ce qu'on voit aussi et qui est extrêmement important et qui est une évolution majeure, c'est, vous le voyez sur le deuxième carré, c'est le nombre de personnes qui désormais dans le monde ont accès à un traitement antirétroviral. On passe de 590 000 en 2000 à près maintenant de plus de 25 millions, avec donc les décès liés au VIH qui vont aussi diminuer. Le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui ont maintenant accès au traitement antirétroviral, ça va permettre d'expliquer pourquoi il y a aussi une diminution du nombre des nouvelles infections par le VIH. Là, c'est ce que vous voyez dans le monde, donc une diminution en 20 ans des nouvelles infections, une diminution des décès qui sont liés au sida, mais ce n'est pas homogène dans le monde entier. Comme vous pouvez le voir, en Europe de l'Est et en Asie centrale, il y a au contraire une augmentation du nombre de nouvelles infections. Il parle la même chose au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et la même chose aussi en Amérique latine. 62% des nouvelles infections au VIH sont dans les groupes suivants: des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, chez les professionnels du sexe, les travailleurs et travailleuses du sexe, les consommatrices et les consommateurs de drogue, et la population incarcérée, qui compte donc pour 62% de ces nouvelles infections qui sont liées au VIH. Si on fait un focus sur l'Europe, vous voyez que c'est assez variable suivant les pays. Je vous ai encadré la France. Vous avez en violet les contaminations qui sont chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes. Et puis après, en vert, vous avez chez les hétérosexuels femmes et les hommes. Vous voyez que c'est à peu près 50-50 en France, avec très peu de contaminations chez les usagers de drogue, de nouvelles contaminations. Alors que, par exemple, regardez par exemple en Lituanie, c'est surtout les usagers de drogue qui se contaminent. Et regardez aussi en Europe de l'Est, c'est surtout les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Donc, ça dépend aussi des politiques de prévention qu'il y a suivant les pays. Vous savez qu'en Europe de l'Est, il y a de grandes difficultés pour les populations LGBTI à être reconnues. Elles sont parfois stigmatisées, voire même pourchassées. Donc, faire des programmes de prévention dans ces populations, c'est très difficile, et ça explique pourquoi ça explose dans les pays d'Europe de l'Est, chez les personnes gays, homosexuels, transgenres, etc. Ça explique qu'il y a une augmentation de 49% de nouveaux cas diagnostiqués depuis 2010 dans l'Union européenne. Donc, en Europe, ça flambe plus, ça augmente plus que dans le monde où ça a tendance à diminuer. Alors, il y a plusieurs façons de diminuer la transmission du VIH. Les préservatifs, le dépistage et le traitement des personnes infectées, ça c'est capital, je vous l'ai dit dans la première diapositive. Plus il y a de gens qui sont sous traitement, plus il y a de gens qui ont une charge virale qui est indétectable, et les personnes qui ont une charge virale indétectable ne transmettent plus le virus. Donc c'est un des objectifs majeurs, c'est de traiter, de dépister, de traiter le plus de personnes possible, parce que ça va diminuer la transmission et le nombre de nouvelles infections. L'utilisation des antirétroviraux, c'est très important puisque ça diminue la transmission materno-fétale.
Vous savez, en France, il y a désormais très peu de transmission materno-fétale grâce à l'utilisation d'antirétroviraux chez les femmes enceintes. Il y a la prophylaxie post-exposition qui est un autre moyen qui consiste à donner donc des traitements antirétroviraux chez des personnes qui ont été exposées au virus. Et puis, c'est ce dont je vais vous parler principalement aujourd'hui, ce qu'on appelle donc la PrEP, la prophylaxie pré-exposition, qui consiste en fait à donner des traitements avant l'exposition au virus du VIH. Donc ça, c'était une diapositive, mais je vais passer vite sur le traitement antirétroviral comme prévention pour juste vous montrer que les personnes qui sont traitées ne transmettent plus le VIH s'ils ont une charge virale qui sont contrôlées. C'est des études qui ont été faites chez des couples hétérosexuels. Alors la PrEP, donc, comme je vous le disais, le principe, c'est de prendre des antirétroviraux avant un rapport sexuel à risque et le poursuivre après le rapport pour réduire le risque d'infection. C'est une efficacité qui a été démontrée dans des modèles macaques et c'est un petit peu sur ce qu'on se fait par exemple pour le paludisme où en fait ça consiste à prendre un médicament avant d'être exposé à l'agent infectieux pour éviter d'être infecté. Alors, les dernières recommandations de la Société européenne de lutte contre le VIH montrent que cette PrEP doit être utilisée chez les adultes qui sont à haut risque de contracter l'infection par le VIH lorsque les préservatifs ne sont pas utilisés systématiquement. Elle est recommandée chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes qui sont séronégatifs et les personnes transgenres lorsque les préservatifs ne sont pas systématiquement utilisés avec des partenaires occasionnels ou alors quand ils ont des rapports avec des partenaires séropositifs qui ne sont pas sous traitement. On peut envisager aussi pour cette société européenne la PrEP chez les femmes et des hommes hétérosexuels qui sont séronégatifs, mais qui ne sont pas très observants de l'utilisation des préservatifs et qui ont plusieurs partenaires sexuels, dont certains sont susceptibles d'avoir le VIH. Donc vous voyez que la PrEP, ce n'est pas seulement chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes. Je sais pas qui... Bon, je vais continuer à parler, je pense quand même. La PrEP, donc ça peut être envisagé chez une population assez large et pas seulement chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Par contre, je le rappelle encore, la PrEP, ça offre un niveau élevé de protection contre l'exposition du VIH, mais ça ne protège pas contre les autres infections sexuellement transmissibles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un haut risque d'avoir une infection VIH par voie sexuelle? Donc, dans la population des HSH ou des transgenres, c'est en fait avoir des rapports non protégés avec plus de 2 partenaires dans les 6 derniers mois, ou alors d'avoir des épisodes répétés d'infections sexuellement transmissibles, d'avoir utilisé plusieurs traitements post-exposition dans l'année. Et puis aussi, ce sont les personnes qui utilisent des drogues au moment des rapports sexuels, ce qu'on appelle le chemsex, et qui provoquent une absence totale de contrôle de prévention. Ce sont des personnes qui peuvent avoir des rapports sexuels pendant des journées entières sans préservatif, avec de multiples partenaires. Donc, vous considérez bien que c'est un facteur de haut risque d'infection par le VIH. Mais aussi, donc, en dehors de ces populations, les travailleurs du sexe qui travaillent sans préservatif. Et vous savez que stigmatiser, comme c'est fait actuellement en France, les travailleurs du sexe, eh ben, ça les expose à se retrouver exposés à accepter des rapports sans préservatif. Et puis les personnes vulnérables qui sont exposées à des personnes qui appartiennent à un groupe à haut risque, comme les personnes originaires d'une région à forte prévalence. Je vais en reparler tout à l'heure avec les femmes que nous voyons et qui viennent d'origine subsaharienne. Les personnes qui ont des partenaires multiples, les toxicomanes par voie intraveineuse. Et puis aussi les personnes qui ont des rapports sans préservatif avec des partenaires qui ont des IST. Ça marche, la PrEP, hein, ça c'est les statistiques au Royaume-Uni. Vous avez dans la population gay et bisexuelle une diminution de 35% du taux d'infection. En France, il y a des campagnes aussi. Vous voyez un affichage dans le métro. Mais force est de constater que tout le monde, tous les médecins dans toutes les spécialités ne connaissent pas encore la PrEP. Et donc, c'est pour ça que je suis ravi de pouvoir en parler aujourd'hui dans la communauté des gynécologues obstétriciens. La PrEP, ça se développe beaucoup dans le monde de façon assez inégale. Vous voyez en gris, c'est les zones où il n'y a pas du tout de PrEP. Donc là, puisqu'on a nos collègues du Maghreb, je vois qu'en Maroc, il semblerait qu'il y ait une initiation de PrEP, mais je n'en vois pas en Algérie ni en Tunisie. On va peut-être, Ella va peut-être nous le confirmer tout à l'heure. Vous voyez que ça commence à se développer beaucoup aux États-Unis et en Europe, la France, l'Angleterre, le Royaume-Uni, l'Allemagne, sont des pays où il y a de plus en plus de personnes qui sont sous PrEP. Donc, le produit qui est utilisé, c'est ce produit-là. C'est une association de 2 antirétroviraux. Donc, il y a un ERTE, puis une autorisation de mise sur le marché depuis 2017. Ça coûte 176 € pour un mois, mais à l'hôpital, on peut l'avoir à beaucoup moins cher, à environ une trentaine d'euros. On peut donner la PrEP pour un mois à nos patients.
Le principe, donc, c'est de prendre un comprimé tous les jours pendant 30 jours, mais il y a aussi une autre façon de le prendre, ce qu'on appelle à la demande, c'est-à-dire prendre 2 comprimés avant le rapport sexuel, puis un comprimé 24 heures après, et un autre comprimé 48 heures après. Ça a été développé essentiellement chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes. Ça marche. Donc ça, c'est la première étude qui a été faite, qui s'appelle Hypergay, qui montrait donc une diminution de 86% du risque d'être infecté par le VIH en prenant la PrEP à la demande. Et donc là, c'est l'autre étude qui s'appelle l'étude Prévenir, qui a été donc coordonnée par le professeur Molina à Saint-Louis et qui montre donc une diminution, une incidence quasi nulle dans les personnes qui ont pris la PrEP en continu et très très faible chez les personnes qui ont pris la PrEP à la demande, avec 143 infections par le VIH qui ont été évitées. La PrEP, donc ça je vais assez rapidement, mais ça, évidemment, ça ne protège pas contre les autres IST, donc il y a une augmentation, on note une augmentation dans les cohortes suivies des IST. Ça a été montré aussi dans une méta-analyse internationale sur plusieurs études qu'il y avait une augmentation du taux d'IST chez les personnes qui utilisent la PrEP, puisque utiliser la PrEP, ça veut dire aussi ne pas utiliser de préservatif. Mais en fait, ce qu'on peut penser, c'est que si les personnes sont suivies et testées pour les IST en même temps qu'on leur fournit la PrEP, eh bien, on va avoir au fil des temps, si on a bien sûr beaucoup de personnes qui sont sous PrEP et beaucoup de personnes qui sont testées, ben finalement, une diminution de l'incidence des infections sexuellement transmissibles grâce au dépistage et au traitement de ces populations. Donc, il n'est pas question de donner la PrEP comme ça sans rien faire d'autre. Il faut impérativement que ça s'accompagne d'un programme de dépistage et de traitement des IST. Donc, j'en arrive à un sujet qui va probablement plus vous intéresser, qui est la PrEP pour les hétérosexuels. Les premières études, elles avaient été assez décevantes. Vous voyez sur la gauche, il y avait en fait une faible réduction du risque de contamination avec la PrEP. Et puis, on a la grosse étude qui s'appelle l'étude Partner, qui est une étude donc, qui a été faite en Afrique sur des couples sérodifférents qui ne prenaient donc pas de traitement et qui n'utilisaient pas de préservatif. Et c'était une étude PrEP versus placebo qui montrait, ça a été la grande étude qui a montré l'efficacité, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, du tenofovir simple, du tenofovir avec l'emtricitabine, qui montrait donc une réduction de 66% chez la femme et 84% chez l'homme du risque d'être contaminé par le VIH en prenant donc ces comprimés par voie orale. Et en fait, ce n'est pas des comprimés, ce n'est pas à la demande, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, où on encadre juste le rapport, mais c'est un comprimé tous les jours, à commencer 7 jours avant la première exposition et qu'on arrête 7 jours après la dernière exposition. Depuis, il y a eu d'autres études qui ont été faites, donc je vais assez rapidement. Il y a l'étude Search, qui est une étude qui a été faite au Kenya et en Ouganda sur de nombreuses personnes qui étaient à risque d'acquisition du VIH. Et il y a 35% de cette population qui a accepté de prendre la PrEP. Ce sont des hommes et des femmes à part égale. Et comme vous pouvez le constater, on a une réduction importante de 76% de l'infection chez les hommes, 40% de l'infection chez les femmes dans cette étude. Une autre étude, ça c'est une étude qui a été faite pour la contraception, parce qu'on pouvait penser que le fait de prendre un DIU lévonorgestrel au cuivre ou la contraception injectable, ça pouvait être un facteur favorisant d'acquérir le VIH. Donc c'est une grosse cohorte qui a été menée aussi là en Afrique, qui s'appelle la cohorte ECHO. Et dans cette cohorte, il y a eu des hommes et des femmes qui ont pris la PrEP et chez qui on a pu regarder l'incidence du VIH avant et après l'induction de la PrEP. Et là, on a montré qu'il y avait une diminution de plus de 50% du taux d'infection par le VIH dans ces couples. En France, je rappelle donc ça, c'est des études qui montrent l'efficacité chez les hétérosexuels. En France, je vous ai parlé des populations qui étaient particulièrement à risque. Je rappelle vraiment les études de l'enquête parcours et qui montrent qu'environ une femme d'Afrique subsaharienne séropositive sur 3 a été infectée, non pas dans son pays d'origine, mais après son arrivée en France. C'est souvent lié à des conditions socio-économiques qui sont épouvantables, des femmes qui doivent accepter des rapports sexuels forcés ou sans préservatif pour obtenir des hébergements ou simplement juste de quoi se nourrir. Et donc, il y a vraiment une action à faire pour développer la PrEP chez ces femmes qui viennent d'Afrique subsaharienne, qui ne sont pas encore affectées par le VIH, pour leur éviter de s'infecter. Alors, David m'a demandé de parler du futur. Donc, voilà, le futur, c'est l'utilisation de différentes voies d'administration de la PrEP, que ce soit par comprimé, donc ça c'est classique, mais par gel, par implant, par anneau vaginal ou même par injection. Alors, pardonnez-moi de ne pas avoir traduit ces diapositives, c'est en anglais, parce que je les ai récupérées très récemment lors d'une communication du docteur Rosenberg. C'est l'anneau vaginal avec la dapivirine. La dapivirine, c'est quoi? C'est un antirétroviral
pour ceux qui connaissent un peu mieux, c'est un inhibiteur non nucléosidique de la reverse transcriptase. Et ça a montré dans des études de phase 3, puis maintenant dans des études open label studies, qu'il y a une réduction, donc c'est un anneau qui contient donc cet antirétroviral que les femmes peuvent mettre en place pendant 1 mois. Et c'est l'étude, que ce soit l'étude ASPIRE que vous voyez sur la gauche, a montré une réduction de 27% du risque d'être affecté. Les études maintenant en open label montrent une réduction de 39%, mais avec des défauts d'observance. Et en modélisant un petit peu les femmes les études, et en augmentant le degré d'observance, on peut arriver à une diminution du risque de transmission de 63% qui commence à être vraiment extrêmement intéressant. Parce que vous voyez que l'adhérence est quand même assez variable suivant les études. Il n'y a pas d'effet indésirable majeur qui a été remarqué. Il y a d'autres études qui sont en cours avec cet anneau vaginal à la dapivirine, notamment chez les jeunes femmes, des jeunes femmes qui peuvent se contaminer par le VIH. Donc, il y a une étude en cours qui s'appelle l'étude REACH chez des jeunes femmes de 16 à 21 ans en Afrique du Sud. Vous avez aussi des études chez les femmes enceintes et puis aussi des études chez les femmes qui allaitent pour vérifier l'efficacité et la tolérance de cet anneau vaginal à la dapivirine. Il y a aussi d'autres, dans les perspectives d'études, il y a le fait d'étendre aussi cette dapivirine à 3 mois au lieu de seulement 1 mois de dapivirine. Donc là, on est en phase, les études sont en phase 1. Et puis aussi l'association à des contraceptifs. Donc il y a une étude en cours pour associer la dapivirine au lévonorgestrel, ce qui permettrait d'administrer en même temps la contraception et la prévention du VIH. Les études sont en phase 1 et on attend les premiers résultats en 2021. L'autre façon d'administrer donc la PrEP serait avec des implants à base d'islatravir. Donc là, il n'y a pas encore d'études cliniques, ce sont juste des études de pharmacodynamique pour voir en fait quel est le dosage qui pourrait permettre une concentration intracellulaire du produit qui serait suffisant. Donc là, les résultats sont assez prometteurs avec un implant qui serait laissé en place en sous-cutané pour 12 semaines. On a des taux qui sont tout à fait intéressants. Donc, il faut poursuivre les essais avec cet implant à l'islatravir. Mais pour l'instant, on n'a pas encore d'études d'efficacité. En revanche, on commence à avoir des études, on a de nombreuses études avec la PrEP en injectable avec un médicament qui s'appelle le cabotegravir. Donc ça, ce sont des études versus la PrEP classique par tenofovir. Et ces études montrent que vous avez une réduction encore plus importante qu'avec le tenofovir de la contraception injectable. Vous avez 66% d'infections en moins comparé à l'utilisation de la PrEP par voie orale par le Truvada, enfin le tenofovir et la FTC classique. Donc, et tout ça parce que effectivement l'injection mensuelle, ça améliore l'observance et donc du coup on peut comprendre que ça favorise aussi la diminution des contaminations. Il y a eu seulement 13 infections par le VIH. Sur ces 13, il y en a 13 moins 7, ça fait 6. Il y en a 6 qui ont été parfaitement expliqués par le fait qu'il y a eu tout à fait un défaut d'observance. En revanche, il y en a 5 pour lesquels on ne s'explique pas pourquoi il y a eu une infection par le VIH, parce qu'il y a eu des injections qui ont été faites très régulièrement. Donc ça, c'est en cours d'exploration. On n'est pas encore complètement sûr qu'il n'y ait pas parfois des problèmes de résistance ou avec ce produit qui s'appelle le cabotegravir. Donc ça, c'est des études qui ont été faites dans des populations homosexuelles ou transgenres. Il y a une étude qui s'appelle l'étude 083 HPTN, et là, il y a une étude qui est en cours chez les couples hétérosexuels pour voir si cette injection de cabotegravir peut avoir une efficacité dans la prévention de l'infection par le VIH. Il y a des études aussi en cours. Là, on revient sur la voie orale, mais en coformulant, c'est-à-dire en associant en même temps le tenofovir ou son équivalent qui s'appelle le TAF, avec une contraception œstroprogestative. Donc, en fait, il y aurait dans la même pilule à la fois la PrEP et à la fois la contraception orale. Donc là, les études de coformulation sont en cours, mais on n'attend pas les résultats pour l'instant. Vous voyez, on est sur un horizon 2022-2023 pour avoir une association de ces deux produits par voie orale.
Enfin, je termine par deux autres dispositifs qui sont à l'étude. Vous voyez qu'il y a aussi une possibilité d'administrer ce caboté-gravir qu'on donne par voie donc, intramusculaire en patch avec ce qu'on appelle, je n'ai pas trouvé de traduction française de micro-arrêt patch, mais vous voyez, ça ressemble à des toutes petites aiguilles qui permettent vraiment d'injecter le produit juste en sous-cutané. Donc, ce n'est pas comme un patch classique de contraception, mais on pourrait l'associer aussi avec un patch classique à la norelgestromine, et ça pourrait administrer en même temps et la contraception et la PrEP avec du caboté-gravir. Il y a aussi des études qui sont en cours. Alors là, ce n'est pas en association à une contraception, mais c'est l'administration de la PrEP par voie vaginale. Donc, c'est une association de TAF et de Delvité-Gravir qui permettrait de diminuer le risque du VIH. Les études sont vraiment en cours. Il n'y a pas encore d'études cliniques avec ces deux produits. Mais vous voyez qu'on peut avoir donc la contraception injectable, l'implant, l'anneau vaginal, le patch, la voie Péros et la voie par ovule pour administrer la PrEP. Ça amène ma conclusion, qui est que la PrEP est vraiment la grande révolution de ces dernières années pour prévenir le VIH. Son efficacité, en fait, elle ne fait plus aucun doute. Et chez les femmes à risque de contracter par le VIH, on peut sérieusement envisager dans l'avenir l'utilisation d'une PrEP seule ou combinée à un contraceptif, et vous l'avez vu, par différentes modes, voies d'administration. Ce qui fait que ça me permet de dire que les différents modes d'administration de cette PrEP permettront aux femmes de choisir leur PrEP, comme elles choisissent aujourd'hui leur moyen de contraception. Merci. Merci beaucoup Philippe, ça a été vraiment très instructif aussi, ça a complété la communication précédente. Si vous avez la liste des questions, sinon moi j'aimerais en attendant te poser la remarque suivante plutôt. La PrEP, donc c'est un anti-VIH tout à fait, maintenant nous sommes tous convaincus, mais ça ne protège pas des autres IST. Non, c'est ce que j'ai montré dans une des diapositives, qu'il y a une augmentation des IST chez les personnes qui utilisent la PrEP. Oui. Ben alors que les MPT, là, dont on a parlé tout à l'heure, oui. Oui, alors je n'ai pas parlé de ce dont tu as parlé, qui sont en fait les microbicides, qui en fait sont des produits qui peuvent avoir de multiples actions, c'est-à-dire qu'ils pourraient être actifs en même temps sur l'herpès, sur l'HPV et sur le HIV. Mais il faut voir que quand on compare l'efficacité de ces microbicides dans la prévention du HIV, ça n'a aucune commune mesure avec des antirétroviraux purs qui, là, ont une efficacité énorme. Mais c'est vrai que si on veut agir en même temps sur certaines IST, mais pas toutes, ces microbicides, ça ne marche pas sur la syphilis, le chlamydia, le gonocoque, etc. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant aussi. Mais là, bon, je voulais vous parler juste du VIH, c'est pour ça que j'ai plutôt parlé des… Mais c'est vrai qu'il y a d'autres, comme tu disais, tu as dit fort bien dit dans ton topo, il y a d'autres études avec les microbicides qui ont un spectre d'action plus large. Très bien, nous sommes tout à fait d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la liste des questions à poser ou pas? Non? Il n'y a pas d'autres questions? Tiens, voilà, pardon. Attends. Il y avait une question d'Hélène Borne sur les contre-indications et effets indésirables de la PrEP. Alors, les contre-indications… les contre-indications, il y en a pas beaucoup. C'est juste, ce serait par exemple des personnes qui sont une élimination rénale ou hépatique. Donc, les grosses insuffisances hépatiques ou les grosses insuffisances rénales, c'est des contre-indications à la PrEP. Et d'ailleurs, avant d'initier la PrEP, on demande un bilan on dose essentiellement les enzymes hépatiques et puis la créatinine. Mais c'est tout, on ne fait pas d'autres investigations. Et c'est uniquement dans les cas où on a déjà une cytolyse hépatique ou qu'on a déjà une insuffisance rénale où on ne donne pas la PrEP. Sinon, il y a très peu de contre-indications médicales à la PrEP. Enfin, la PrEP, en tout cas, par le tenofovir et l'emtricitabine. Il y a une autre collègue qui demande est-ce qu'il y a des prises en charge de la PrEP en dehors de l'hôpital? Est-ce que c'est des prescriptions mensuelles, trimestrielles? Oui. Et est-ce que lorsqu'il y a une prescription de PrEP, est-ce qu'il faut dépister les IST à prévoir et avec quelle fréquence? Oui, c'est une excellente question. La prescription, en fait, est trimestrielle. Donc, tous les 3 mois, normalement, on doit revoir la personne qui prend la PrEP. Et chaque 3 mois, on demande bien sûr un dépistage du VIH, mais aussi du VHC, du VHB et des IST, chlamydia, gonocoque, pour les traiter, et syphilis, pour les traiter. On s'assure aussi des vaccinations, hépatite B,
vaccination HPV aussi. Hein. Donc, c'est vraiment ces consultations de PrEP, c'est l'occasion de faire vraiment le point sur toutes les IST. Et en fait, finalement, on passe plus de temps avec les IST qu'avec la PrEP, parce que finalement, au bout d'un certain temps, les personnes ont très bien compris comment ça se passe, et donc on renouvelle l'ordonnance, on surveille la fonction rénale, comme je l'ai dit, mais on passe beaucoup de temps à parler d'autres choses, à parler des IST, parler du chemsex, par exemple, parce que vous avez des HSH qui sont vraiment engagés dans des conduites addictives qui sont vraiment très délétères pour leur vie sociale. Mais voilà, donc on fait tous les 3 mois. L'autre question, c'était est-ce que ça peut se faire en dehors de l'hôpital? Oui, absolument. L'initiation de la PrEP est obligatoire à l'hôpital, mais après, elle peut très bien être renouvelée par un médecin de ville. Donc, faut vraiment que ça puisse se diffuser le plus possible en ville. Ce n'est pas uniquement une prescription hospitalière. Patrice Lopez demande, y a-t-il des recherches sur la prophylaxie anti-HPV? Sur la prophylaxie anti-HPV, je ne sais pas. Je ne sais pas. Si Hélène Born est là, elle peut répondre, mais moi, je ne sais pas. En dehors du vaccin, pour moi, la prophylaxie anti-HPV, c'est le vaccin, mais peut-être y a-t-il des médicaments. Je dirais comme ça, non. Mais je sais pas. Enfin, les recherches, il y en a peut-être. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, en dehors du vaccin, je ne vois pas ce qu'il y a d'autre. Et autre question, comment pouvons-nous informer de toutes ces nouveautés aux personnes à risque? Alors, il y a des sites internet, il y a des applications, il y a beaucoup de choses qui sont développées. Il y a des brochures. Je pense qu'il suffit vous pouvez très bien commander des brochures au niveau, soit dans l'hôpital, dans les hôpitaux dans lesquels vous travaillez, il y a forcément des services de maladies infectieuses ou des services de dépistage du VIH ou des IST. Et dans tous ces services-là, il y a des brochures. Donc, soit en passant par eux, vous pouvez avoir des brochures pour mettre dans votre salle d'attente et pour donner à vos patients. Soit, je crois que ça peut se commander aussi sur Internet. Il y a plein d'associations, notamment l'association AIDE, qui fait des brochures qui sont formidables sur la PrEP. Et je pense qu'on peut s'en fournir. Et effectivement, ce serait une très bonne idée de laisser, soit dans le cabinet, soit dans la salle d'attente, des brochures sur la PrEP, parce que ça permettrait effectivement que ce ne soit pas que la population gay qui en bénéficie aujourd'hui, mais que ça puisse être aussi la population hétéro, les travailleurs du sexe, les toxicomanes, qui sont beaucoup moins informés de cette PrEP et qui pourraient en être des grands bénéficiaires aussi. Hélène Born, si tu nous entends, on t'a donné la parole si tu veux répondre sur l'HPV. On a décoincé ton micro. Elle est partie. Non. Bon, apparemment. Et alors, il y avait encore une question. Est-ce qu'on a besoin d'un avis, je présume, d'un infectiologue pour prescrire la PrEP? Pas du tout. Il faut être formé, comme tout. Là, justement, il y a beaucoup les infectiologues essayent justement de faire sortir la PrEP de l'hôpital, et donc il y a des formations qui sont organisées pour que non seulement des généralistes, mais aussi des spécialistes peuvent prescrire la PrEP, soient formés. C'est pas très compliqué, la PrEP. Hein. Et une fois qu'ils sont formés, ils pourront la prescrire sans problème. Philippe, il y a quelqu'un qui te fait la même réflexion que ce que j'allais dire, mais on ne met plus aucune brochure, on a tout retiré dans nos salles d'attente à l'hôpital. Il n'y a plus rien pour que les gens ne touchent pas plusieurs fois. On peut donner un papier individuellement, mais on ne peut plus laisser une seule brochure dans les salles d'attente en ce moment. Bon, il n'y a plus qu'Internet. Peut-être donner des liens Internet ou des sites, conseiller des sites, mais ou afficher, ou mettre une affiche avec un lien, un site Internet ou quelque chose, l'afficher sur le mur de la salle d'attente. Hélène Born est avec nous. Hélène, tu peux répondre à la question? Il faut que tu te mettes en micro libre. Tu as coupé ton micro. Hélène, il faut que tu ouvres ton micro. C'est bon. C'est bon. Alors, la prophylaxie HPV, c'est uniquement la vaccination. Il y a encore la vaccination chez des jeunes gens et des jeunes femmes naïves, c'est-à-dire le plus tôt possible. Et puis, il y a autre chose, c'est un bon écosystème vaginal, c'est-à-dire éviter les lésions au niveau de la jonction et de l'épithélium cervical, c'est-à-dire éviter l'herpès, éviter les chlamydiés, éviter les maladies sexuellement transmissibles qui vont favoriser l'accès des virus HPV dans les couches basales de l'épithélium. Mais surtout, comme l'a dit Philippe, la vaccination. Après, il y a le dépistage et le traitement.
Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. Et comme pour la PERP, eh bien, il faut la vaccination HPV. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Très On bien. t'a très bien Oui, entendu. très bien, aucun problème. Merci beaucoup à Philippe, merci à Hélène qui nous a appris un petit quelque chose sur la prévention du HPV. Moi, je rajoute une question. Les effets indésirables de la PrEP. C'est les troubles digestifs essentiellement. Oui, Des nausées, diarrhées, voilà, c'est essentiellement ça. Je parle des effets indésirables bénins. Hein. Après, c'est vrai qu'il faut surveiller le foie et le rein parce que ça peut, mais c'est très rare. Les toxicités rénales et hépatiques sont vraiment rarissimes. C'est vraiment essentiellement des effets digestifs. Et puis, j'imagine que pour certaines populations, ça peut être pris longtemps. Ah oui. Là, il n'est pas rare de… Surveillance hépatique, surveillance… Oui, tous les 3 mois, on dose la créate et la late et on suit. Et justement, comme ça peut être pris pendant longtemps, d'où l'intérêt d'essayer de trouver d'autres formulations, comme par exemple l'injectable ou l'implant. D'accord. En tout cas, merci Philippe, c'était très intéressant. Merci à vous. Merci Philippe, effectivement, je corrobore que c'était très intéressant. Alors, je vais laisser LHD introduire notre dernier orateur, mais qui est l'orateur de cœur. Hein. Donc, on ne pouvait pas faire une journée de Joël sans Marc Espier qui nous parle toujours du cancer. Surtout qu'il nous préside nos journées. Voilà. Donc c'est parfait, ça terminé par Marc. Voilà, alors donc tu as la parole, Marc, si tu veux bien. Merci beaucoup, David, pour m'avoir proposé cette présentation. Alors, j'espère que j'ai bien partagé mon écran. Oui, c'est bon? Oui, cette fois on voit Marc, pas de souci. Je ne t'entends pas, Joël, mais j'espère que c'est bon. On voit. On te voit. Alors, donc on va commencer par parler des dispositifs intra-utérins et du cancer du col, en commençant par cette étude, qui est une étude qui a été publiée en 2011, qui regroupait des patientes donc, qui étaient suivies en Afrique, en Amérique latine, en Asie et en Espagne par rapport à l'étude de l'HPV. Donc, vous voyez, plus de 13 000 femmes HPV négatives, 35% d'utilisatrices d'un DIU et un peu plus de 2000 qui étaient HPV positifs, dont 33% d'utilisatrices. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a en fait il y a eu un même taux d'infection par l'HPV en cas d'utilisation d'un DIU ou pas, avec un odds ratio à 0,95, mais un effet protecteur par rapport à la survenue d'un cancer du col, puisque vous voyez que l'odds ratio chez les utilisatrices, c'est à 0,55, avec un petit p tout à fait significatif, donc diminution du risque de cancer du col chez les utilisatrices d'un DIU. Donc, on a ça sur ce diagramme avec, vous voyez, le résultat, toute histologie confondue. Et il a été mis en évidence que cette réduction de survenue du cancer du col était en fait très précoce, hein, puisqu'il n'y avait pas d'effet duré et on observait cette réduction dès 1 an d'utilisation. Cette réduction du risque, elle persistait quels que soient les cofacteurs et elle existait également s'il y avait eu une utilisation antérieure de la contraception orale. Vous savez qu'il y a des publications qui tendent à montrer un excès de risque de cancer du col associé à la contraception orale. On pourra en rediscuter sur tous les biais qui peuvent exister, mais quoi qu'il en soit, stérilet après pilule, eh bien, on a cette réduction de survenue du cancer du col. Alors, on a eu des études antérieures hein, déjà sur le sujet, des études cas témoins aux États-Unis qui datent de 1991, qui ne montraient pas de modification fondamentale, en tout cas pas d'augmentation du risque. Une revue d'études cas témoins qui avait été publiée en 2007 qui ne montrait pas d'association évidente entre DIU et cancer du col. Et puis cette étude prospective EPIC, hein, qui est une étude européenne, sur près de 300 000 femmes qui ont été suivies pendant 9 ans. Et vous voyez qu'elle retrouve à nouveau cette réduction du risque chez toutes les femmes avec un odds ratio à 0,7 et chez les femmes HPV+, avec un odds ratio à 0,3.
Donc, je crois que les petites discordances par rapport aux études antérieures tiennent beaucoup au nombre de patientes et à la puissance statistique des études. Alors, il y a eu une nouvelle méta-analyse qui a été publiée en 2017. 16 études retenues. On a un odds ratio à 0,64. Juste un petit bémol pour vous dire que dans les méta-analyses, ce n'est pas non plus parole d'évangile, hein, puisque vous voyez qu'en fait, on reprend toutes les études de Castelsaguet dont j'ai déjà parlé tout à l'heure et la compilation qu'il avait effectuée, donc Espagne, Colombie, Philippines, Maroc, Pérou, Inde, Thaïlande, et avec ça, on fait une belle méta-analyse de quelque chose qui a déjà été publié. Passons. Donc, sur les mécanismes, eh bien, on se pose beaucoup de questions, on va y revenir. Est-ce que c'est lié à des mécanismes immunitaires par les modifications d'immunité induites par les dispositifs intra-utérins au niveau du col? Est-ce que c'est par des effets mécaniques, des effets traumatiques? Certains disent lors de la pause, on induit une ablation des lésions précancéreuses. Alors, on a des données aussi sur les DIU dont on n'a pas toujours le type et leur effet donc, sur le papillomavirus pour essayer d'expliquer donc, ces observations de réduction du risque. Donc ça, c'est une étude prospective, hein, 676 jeunes femmes sexuellement actives, dont 85 ont utilisé un DIU et ont un suivi longitudinal de 2000 à 2014. Ajustement sur différents facteurs de risque. Et vous voyez qu'il n'y a pas eu dans cette étude d'association entre le DIU et l'acquisition de l'HPV, avec un hazard ratio à 0,50, mais le 1 est compris dans l'intervalle de confiance. Pas d'association avec la clearance de l'HPV, le 1 est compris dans l'intervalle de confiance, et pas d'association donc avec l'acquisition ou la persistance de l'HPV mise en évidence dans cette étude. Deuxième étude, est-ce que l'infection à HPV disparaît davantage chez les femmes porteuses d'un DIU? C'est une étude de cohorte 4 témoins en Espagne. On compare donc des femmes de 25 à 50 ans avec une infection HPV qui sont partagées en deux groupes. L'une qui débute une contraception par un DIU, en fait c'est majoritairement des systèmes intra-utérins au lévonorgestrel, et l'autre par d'autres méthodes. Et puis il y a un typage HPV au début de l'étude et un an après. Donc, il y a 254 participantes. Il y en a en fait que 85 qui ont eu un DIU et 169 témoins. Et dans cette étude, eh bien, il y a eu un plus fort pourcentage de femmes qui ont éliminé l'HPV lorsqu'elles avaient un DIU que lorsqu'elles n'en avaient pas, avec un odds ratio à 0,698 et un petit p statistiquement significatif. La clearance est plus importante s'il n'existe qu'un type d'HPV ou s'il s'agit d'un HPV de bas risque. Dans cette étude, attention, les chiffres sont quand même modestes en nombre de patientes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces DIU? On ne voit pas de modification du taux d'infection de l'HPV dans les études qui se sont penchées sur le sujet, qu'il y a peut-être une réduction de la progression vers le cancer du col, et donc ça pourrait être un cofacteur protecteur dans la carcinogénèse. Une des idées, c'est l'induction d'une réaction inflammatoire au niveau du col, qui change le statut immunitaire de la muqueuse et qui modifie le cours de l'infection HPV. Donc, c'est une des pistes. On garde toujours en tête que le traumatisme induit lors de la pause, eh bien, il modifie l'immunité locale, avec également peut-être la destruction lors de la pause de micro-foyers prénéoplasiques. Et puis, enfin, on ne peut pas éliminer le fait qu'il y a des dépistages plus importants liés au suivi qui va être plus fréquent. Donc, beaucoup d'hypothèses sur ces mécanismes d'action associés au DIU, mais pas beaucoup de réponses de certitude. Autre question, est-ce qu'il y a des différences entre le DIU au cuivre et les SIU au lévonorgestrel? Eh bien, pourquoi cette question? Parce que, en fait, les études qui montrent un effet protecteur des DIU sur la survenue d'un cancer du col, c'est essentiellement des études anciennes, compilées avec des DIU au cuivre. Alors, il y a des études qui avaient comparé système intra-utérin, donc au lévonorgestrel par rapport au DIU, études anciennes comme par exemple celle-ci, une comparaison chez 1821 femmes d'un DIU au lévonorgestrel à 20 microgrammes comparé à 927 femmes avec un stérilet type Novaté. Et vous voyez que là, eh bien, on voyait au niveau des néoplasies de haut grade parfois des différences, mais enfin avec un odds ratio qui n'est pas statistiquement significatif.
Donc, on avait conclu qu'il n'y avait pas de différence significative entre les deux par rapport au risque de néoplasie de haut grade. Et puis, en 2018, il y a eu cette publication sur une utilisation récente d'un DIU et le risque de lésions précancéreuses et cancéreuses du col. Cette fois-ci, près de 17 600 femmes avec un CIN2+, comparé à 83 000 témoins. Ça s'échelonne de 1996 à 2014. Il y a 1675 utilisatrices d'un DIU parmi les cas et 7 925 parmi les témoins. Il y a des ajustements sur un certain nombre de cofacteurs, mais pas sur la fréquence des rapports sexuels. Et vous voyez qu'en cas d'utilisation d'un DIU, il y a eu davantage de CIN2+, qui ont été observés, avec un risque relatif à 1,12, mais pas de CIN3+, dont 1,05 avec un petit p, qui n'est pas cliniquement significatif. Et surtout, il n'y a pas eu d'élévation en cas d'utilisation d'un DIU au cuivre. Et donc, l'association avec les CIN2+, c'est uniquement avec le SIU au lévonorgestrel. Donc, c'est une des publications qui a fait se poser, on va dire, des questions, puisqu'on ne peut pas en dire beaucoup plus. Une autre étude aux Pays-Bas, c'est une étude rétrospective qui porte sur 700 000 femmes de 29 à 44 ans, dans une étude de dépistage du cancer du col. C'est des femmes qui, majoritairement, vu la période, a priori, utilisaient un SIU, mais on n'a pas de certitude, avec un suivi d'à peu près 10 ans. Et vous voyez que 6 700 femmes ont développé un CIN3, ça fait jamais que 0,96%, et 559 un cancer du col, on est à 0,08%, mais ils retrouvent un risque accru de développer un CIN3 en cas d'utilisation d'un DIU, avec un risque relatif à 1,51 par rapport aux femmes qui n'ont jamais utilisé de contraceptif. Donc, risque statistiquement non significatif du col, 1,21, mais le 1 est compris dans l'intervalle de confiance, et dans leur publication, ils retrouvaient des risques plus importants en cas d'utilisation de la contraception orale. Une des limites de cette étude rétrospective, c'est qu'on n'a pas de données sur les facteurs de risque, et notamment sur la sexualité. Toujours une étude rétrospective assez récente, chez plus de 10 000 femmes avec un stérilet, cette fois-ci 8 000 avec un DU et 2 400 avec un SIU, 114 qui ont une lésion néoplasique, pas bien détaillée. Eh bien, vous voyez qu'il y en a eu 0,9% avec un DU au cuivre contre 1,5% avec un SIU au lévonorgestrel, avec un taux d'incidence donc estimé à 2,4 pour 1000 personnes par an versus 4,94 pour 1000 personnes par an. Et donc, il conclut qu'il y a un risque moindre avec un DU au cuivre qu'avec un SIU au lévonorgestrel, avec un risque relatif à 0,38, un petit p statistiquement significatif. Enfin, quand on regarde la différence entre DU, SIU et infection HPV, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'il y a peut-être avec le SIU eh bien, des infections HPV persistantes plus importantes qu'avec le DU. Vous voyez là la différence entre les deux avec un petit p à 0,02. De même sur l'élimination de l'HPV qui semble plus importante lorsqu'on a un stérilet au cuivre que lorsque l'on a un SIU avec un petit p statistiquement significatif. Donc, tout DIU confondu, il y a une diminution de la survenue des cancers du col chez les utilisatrices. Donc, elle semble certaine avec les DIU au cuivre. On va dire que vraiment toutes les études vont dans le même sens. C'est moins net avec les SIU, avec des questions, parce qu'il pourrait diminuer donc l'immunité cellulaire en diminuant la production de prostaglandine, qui est au contraire augmentée par les DIU au cuivre. Et cet état d'inflammation chronique eh bien, empêcherait la contamination par le HPV. Alors, ces différences au niveau de l'immunomodulation, ça pourrait modifier donc, cette clearance d'élimination de l'HPV qui serait plus lente avec un SIU qu'avec un DIU, et ça pourrait ainsi favoriser les lésions du col. Bon, c'est une des explications. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de certitude encore et qu'il faut donc poursuivre les études sur le sujet pour voir s'il y a vraiment une différence
entre DIU et SIU, ou est-ce que ça tient beaucoup à des biais? Qu'en est-il de l'acétate de médroxyprogestérone, cette fois-ci, dans la prévention du col? Alors, on a des données épidémiologiques avec le DMPA, qui sont souvent anciennes, et des données récentes plutôt sur des études in vivo, tout du moins dans ce que j'ai retrouvé au niveau de la littérature. Alors, on a les études de l'OMS par rapport au DMPA, qui sont des études qui ont été publiées en 1995, publiées entre, d'une part, les cancers in situ, d'autre part, les adénocarcinomes, et d'autre part, les cancers infiltrants classiques. Alors, pour les cancers in situ du col, vous voyez cette étude qui part de données de 3 hôpitaux, 2 en Thaïlande et 1 ou 3 en Thaïlande, excusez-moi, et 1 au Mexique, avec des recrutements qui s'échelonnent entre 1979 et 1988, donc c'est des données un peu anciennes. On compare donc 1200 cas à 8956 témoins, avec là encore des recueils sur les facteurs de risque associés qui ne sont pas exhaustifs et qui notamment pêchent par des manques de données concernant le tabagisme ou, comme ils disent, la sexualité du mari. Après ajustement, vous voyez qu'il y a un risque relatif à 1,43, donc qui semble un surrisque de cancer in situ du col associé au DMPA. Cet effet, avec un effet duré jusqu'à 10 ans, qui disparaîtrait au-delà. Par rapport à l'adénocarcinome, eh bien, toujours des études cas témoins en Thaïlande, Mexique et Kenya. Ça concerne donc 239 femmes avec un adénocarcinome et 85 avec un carcinome adénosquameux, comparé à 2500 témoins. Et là, on ne voit pas d'augmentation du risque d'adénocarcinome lié au DMPA, pas d'effet duré, pas de différence en fonction de l'âge lors de la première utilisation. Qu'en est-il par rapport au cancer infiltrant du col? Toujours Thaïlande, Mexique, Kenya, 2009 cas comparés à 9500 témoins, 1979-1988, époque où on n'a pas de données sur l'HPV, eh bien, on ne voit pas d'augmentation du risque, pas d'effet duré et pas de différence en fonction de l'âge lors de la première utilisation. Donc, en tout cas, pas d'augmentation du risque mise en évidence. Il y a eu des méta-analyses ou des revues poulées. Vous voyez celle de Smith publiée dans Lancet en 2003. En fait, il y avait peu de données par rapport au DMPA, peu d'études, peu d'utilisatrices. Quoi qu'il en soit, pour une durée d'utilisation de moins de 5 ans, on ne voit pas d'augmentation du risque. Il y a seulement 3 publications. Pour les durées de plus de 5 ans, on retrouve une augmentation du risque à la limite de la signification statistique, mais ça repose que sur 2 publications. Et vous voyez là le nombre de cas, 11 cas, 96 cas, c'est tout ça par rapport à 16 et 338 utilisatrices. C'est quand même des données numériquement très faibles. Quand on voit la méta-analyse publiée dans Lancet en 2007, eh bien, à nouveau, pas d'excès de risque pour les durées inférieures à 5 ans, une petite élévation du risque pour les durées supérieures à 5 ans, mais qui repose là encore sur 197 cas, donc des données, à mon avis, à prendre quand même avec des pincettes. Alors, qu'en est-il de la progression, on va dire, des lésions de bas grade vers un cancer du col? Là, il s'agit d'un sous-groupe tout à fait particulier, puisque ce sont des femmes qui sont HIV positives, 594 femmes HIV positives, dont 75 utilisaient un moyen de contraception, dont 50 injectables. Alors, on n'arrive plus qu'avec 24 femmes qui utilisaient le DMPA dans cette étude. 326 avaient des frottis normaux, 268 des lésions de bas grade et 110 des lésions de haut grade qui ont été exclues. Eh bien, quand on regarde les femmes avec des lésions de bas grade, il n'y a pas eu d'effet significatif de la contraception hormonale et notamment du DMPA sur l'incidence ou la progression de ces lésions de bas grade, quel que soit leur taux de CD4. Donc, une publication plutôt rassurante, mais qui porte quand même sur très peu de femmes, même si c'est une population spécifique. Alors, toujours par rapport au SIV, vous voyez ces résultats qui ne montrent pas d'élévation du risque. C'est chez femmes qui sont alors qu'elles utilisent du DMPA par rapport au risque au niveau du col. Donc, sur le DMPA,
on peut dire qu'on a surtout des données anciennes, qu'il n'y a en tout cas pas d'élévation du risque pour moins de 50 prises, et que les études sont en partie contradictoires et nécessiteraient d'être poursuivies pour avoir des études de plus grande envergure avec des données plus fiables. Alors, on a maintenant récemment des données in vivo qui ont été publiées. D'abord, cette étude publiée en 2013 sur la progestérone et l'inhibition de la carcinogénèse au niveau du col. Ça se passe avec des souris transgéniques qui expriment les oncogènes de l'HPV, E6 et E7. On sait que les œstrogènes donc chez la souris et le récepteur des œstrogènes sont nécessaires pour le développement du cancer du col. C'est un modèle qui est connu chez la souris. Et on sait que, j'ai failli dire comme pour le cancer du sein, que les récepteurs d'œstrogènes, eh bien, ils activent l'expression du récepteur de la progestérone qui peut soit promouvoir, soit inhiber la carcinogénèse en fonction de son ligand. Et donc, on utilise, non pas, excusez-moi, la progestérone, mais l'acétate de médroxyprogestérone qui va promouvoir la régression des lésions précancéreuses et cancéreuses sur ce modèle de souris transgénique. Donc, on a eu un effet inhibiteur de l'acétate de médroxyprogestérone in vivo sur la carcinogénèse du col dans cette étude chez la souris transgénique qui exprimait l'HPV. Donc, on voit ça sur ces diagrammes. Vous voyez donc sur des souris qui ont des récepteurs de la progestérone fonctionnelle, eh bien, le côté de prolifération induit par le stradiol. Et vous voyez que lorsque l'on rajoute la progestérone, eh bien, on a une diminution de la prolifération qui est tout à fait manifeste chez ces souris qui ont des récepteurs de la progestérone fonctionnelle. Alors que lorsque les récepteurs de la progestérone ne sont pas fonctionnels, eh bien, le fait de rajouter le progestatif eh bien, n'inhibe pas la prolifération. Et on voit là, au niveau de l'hyperplasie épithéliale, l'effet inhibiteur induit par la progestérone sur l'hyperplasie épithéliale par rapport aux souris traitées par œstradiol seul. Donc, un effet inhibiteur chez la souris démontré au niveau du col de la progestérone. Deuxième étude, c'est une étude toujours avec l'acétate de médroxyprogestérone. Toujours, c'est des souris transgéniques qui expriment l'HPV-16, notamment E6, E7. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont donner un court traitement d'œstradiol à toutes leurs souris, à peu près 3 mois. Et donc, ça va induire des lésions de type CIN qui évoluent vers un cancer infiltrant si le traitement se poursuit 6 mois. Je vous montrerai le schéma après. Et puis, dans leur groupe de souris traitées pendant 3 mois, au bout de 3 mois, certaines donc, ont des lésions de CIN, ont été traitées par l'acétate de médroxyprogestérone, plus on poursuit le 17-bêta-œstradiol, alors que les témoins sont traités par l'œstradiol seul. Eh bien, qu'est-ce que l'on observe? Il n'y a pas de cancer survenu chez les souris traitées par l'AMP, à la différence des souris qui ont été traitées par l'AMP plus l'œstradiol. Donc, l'AMP pourrait prévenir la progression du CIN vers le cancer. Et l'AMP a été associée à l'inhibition de la prolifération et à la promotion de l'apoptose au niveau des lésions de CIN. Et il n'y a pas eu d'effet en l'absence de récepteurs de la progestérone. Alors, je vais tâcher de vous montrer ce que ça donne. Voilà leurs résultats. Vous avez la baseline où toutes les souris ont été traitées par 3 mois d'œstradiol. Et vous voyez les lésions de CIN, 4 de CIN1, 3 de CIN2, pas de CN3, pas de cancer. Dans le sous-groupe baptisé non-prévention, on continue l'estradiol seul pendant 3 mois supplémentaires et vous voyez apparaître 7 cancers, donc avec 3 mois supplémentaires d'estradiol. Un autre sous-groupe où cette fois-ci, on va continuer l'estradiol, mais on va ajouter le MPA. Et vous voyez que là, dans ce groupe prévention, eh bien, on a 5 souris qui ne vont pas avoir de maladie et une seule un CIN1, pas de CN2, pas de CN3, pas de cancer. Et si par contre, on fait ce qu'on appelle une prévention à court terme, c'est-à-dire en fait dans leur modèle avec une seule injection de MPA, eh bien, on voit que ça n'empêche pas l'apparition
CIN1 et de CIN2 dans les préventions à court terme, et qu'on a même l'apparition de cancer lorsqu'on poursuit le stradiol par 2 mois de stradiol supplémentaire, alors que quand les souris étaient sacrifiées immédiatement après l'injection d'acétate de médroxyprogestérone, eh bien, vous voyez qu'on ne voit pas de cancer apparu. Donc, j'espère que vous me suivez. Donc, on a ça sur leur schéma. La baseline, donc, c'est 3 mois de stradiol pour tout le monde. Pas de prévention, 6 mois. La prévention, on a 3 injections d'acétate de DMPA. Si c'est une prévention à court terme, une seule. Et dans les témoins, une seule. Et on reprend l'estradiol. Et vous voyez ce que ça donne au niveau donc, de l'apparition du cancer, quand il n'y a pas de prévention, du cancer qui reprend lorsqu'il y a une prévention à court terme, et en cas de prévention, eh bien, l'absence de prolifération au niveau de l'épithélium. Donc, sous estradiol, seul, toutes les souris développent un cancer. Le traitement concomitant par MPA empêche la formation de cancer et promeut la régression des lésions de CIN. Et 1 mois d'AMP est certes suffisant pour faire régresser les lésions de CIN, mais si on poursuit l'estradiol, les lésions de CIN résiduelles progressent vers un cancer infiltrant et de nouvelles lésions de CIN apparaissent. Donc, on a un effet préventif tout à fait partiel. Alors, l'idée, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'on pourrait peut-être éviter des procédures chirurgicales invasives en cas de CIN au niveau du col. Bon. À ce moment-là, il faudrait traiter par acétate de médroxyprogestérone, mais pendant combien de temps? Alors, les auteurs disent le temps que le système immunitaire de la personne élimine le virus. Il y a eu des essais qui ont été menés avec le fulvestrant qui montrent un petit peu la même chose, mais l'AMP serait mieux toléré et évidemment coûte beaucoup moins cher que le fulvestrant. On n'a pas de données sur qu'est-ce que ça ferait au niveau, par exemple, comme atrophie vaginale, de donner de l'AMP aux patientes, enfin aux femmes. Et puis, toujours, quelle interférence de l'AMP avec le récepteur des glucocorticoïdes et des androgènes, puisque vous savez que c'est un des problèmes de cette molécule, c'est les interférences avec les récepteurs des glucocorticoïdes et les androgènes. Et puis, bien sûr, là, on est chez la souris. Qu'est-ce que ça donne chez les femmes? C'est un autre sujet. Donc, si on peut conclure sur l'AMP, on a des études épidémiologiques anciennes qui sont sujettes à de nombreux biais avec des populations limitées, des résultats discordants, en tout cas pas d'effets délétères évidents. Et puis des études in vivo qui vont montrer un effet préventif de la survenue des cancers chez la souris, qui poussent éventuellement à initier des études chez les femmes. Eh bien, merci beaucoup pour votre attention. Alors, tu as un certain nombre de questions. Tu les vois, David? Vous pouvez nous remettre les questions, s'il vous plaît? C'est la question de Sophie Delerue. La pose du DIU est plus fréquente chez la femme en couple stable. Est-ce un biais d'explication? Oui, ça peut aussi être un biais. Dans toutes ces études, il y a beaucoup de biais, notamment sur, bien sûr, la sexualité, c'est évident. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, Hélène, on t'entend. Voilà. Moi, merci pour le topo qui était très intéressant. Ceci dit, je pense qu'il y a des choses à mettre en place pour la compréhension. C'est-à-dire que les œstrogènes favorisent l'extériorisation de la jonction au niveau du col. Donc, plus tu as une imprégnation œstrogénique, plus tu as un glandulaire extériorisé, plus les HPV vont être ravis parce qu'ils vont pouvoir venir infecter l'épithélium, d'accord, au niveau de la jonction. Ouais. Donc, ça favorise la carcinogénèse au niveau du col. Si tu donnes un traitement œstroprogestatif, comme une pilule, plus la pilule va être déséquilibrée en œstrogène, plus la jonction va être extériorisée, plus ça va favoriser, entre guillemets, la pénétration des HPV. Si tu mets un DIU au cuivre, il y a un facteur inflammatoire, si mes souvenirs sont bons, dans la position du stélé, le fait qu'il y ait un stélé, il n'y a pas de stimulation par des œstrogènes, et cette inflammation, elle peut expliquer un effet de lutte contre l'HPV, comme tu l'as expliqué.
Si tu mets un stérilet à la progestérone, la jonction va avoir beaucoup plus tendance à être moins extériorisée, voire même intériorisée. Et à ce moment-là, le fait que la jonction soit intériorisée diminue le risque d'infection HPV, mais dans le même temps, le dépistage de ces infections est plus difficile. Donc, il va y avoir un retard au diagnostic. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a plus de cancers, parce qu'il y a un retard au diagnostic. D'accord. Tant que à la contraception par l'acétate de médoxyprogestérone, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que tu as une non-extériorisation de la jonction, voire même une ascension de la jonction dans l'endocole avec retard au diagnostic. Alors, chez la souris, je ne connais pas bien. Je ne sais pas ce qu'en pense Philippe, qui connaît aussi bien la pathologie du col, mais ça me semble assez logique. Philippe, mets ton micro, mets ton micro. Moi, je trouve que c'est très bien ce que tu as dit, Hélène. Je suis tout à fait d'accord. C'est une explication de colposcopiste qui me semble Raisonnable. frapper du coup du bon sens, comme on dit. C'est rationnel. Oui, rationnel, oui. Les risques vaut Bon, pour les c'est vrai que je suis adénocarcinomes. très loin de mon domaine de prédilection. Hein. Oui, bravo. Marc, est-ce que la réduction des risques, on te demande, vaut pour les adénocarcinomes? Écoute, la seule donnée, tu as vu que j'ai mentionné sur les adénocarcinomes, c'était la donnée de l'OMS par rapport au MPA, enfin au DMPA, qui ne montrait pas d'effet manifeste. Bon, alors, j'aimerais dire à la fin de cette communication que… Ni dans un sens ni dans l'autre, on était à un effet neutre. Voilà. Pourquoi j'ai demandé Honnêtement, je crois qu'il faut être très prudent hein, parce que là encore, les chiffres sont vraiment très très petits et d'un point de vue épidémiologique, c'est très critiquable. Voilà. Alors pourquoi j'ai demandé à Marc SP de traiter ce Il y sujet a encore une question. alors qu'il y en a… David, il faut que tu parles un peu plus fort parce qu'on ne t'entend pas. Je disais, moi j'ai un masque, toi tu n'as pas de masque, voilà la différence. Alors, donc, pourquoi le DMPA? Le DMPA en France, on ne connaît pas. Je veux dire, on vend 30 000 ampoules par an de DMPA. Donc on ne connaît pas, on n'aime pas ça parce qu'il y a le haut risque vasculaire associé à ce progestatif. Mais dans le monde, c'est extrêmement utilisé. Voilà pourquoi tu as trouvé beaucoup d'études internationales, pas beaucoup d'études en France. Mais la question méritait d'être posée, surtout dans une perspective internationale. Parce que je vous dis, 30 000 ampoules par an d'un contraceptif, ça ne vaut pas la peine de faire figurer ça dans un congrès. Mais sur le plan de la compréhension et internationale, c'était intéressant et tu as fait le point vraiment très difficile, même si tu dis que ce n'était pas ta partie, hein, eh ben, c'était quand même, tu l'as très bien traité. Voilà. Je crois que… Merci David.